Bonjour à tous, il est présentement 13h01 sur les ondes de CFAK 88.3 FM. C'est On Déjà la nouvelle qui débute à l'instant. Et Mathieu, comment vas-tu en cette journée, ma foi, légèrement pluvieuse? Je suis soulagé de la fin de la session. Ouais. J'ai moins de poids sur les épaules, honnêtement. D'accord. Il en reste encore un peu. Ouais, peut-être 1 ou 2 examens? Ouais, à peu près. OK. Mais la météo pourrait être vraiment mieux. Oui, en effet. Et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec la chronique de Par la fenêtre, chronique météorologique. Voilà. Donc, de par la fenêtre, nous pouvons observer une pluie qui, ma foi, ruisselle sur les fenêtres, qui vaporise les arbres d'une source vivifiante. Très observateur, Marco. Voilà. Et tout ça pour dire ciel gris, gris ras, comme on l'a déjà dit dans une chronique antécédente. Et donc un peu de brouillard, on voit pas là le paysage. Et très peu de neige. Très peu de neige aussi, en fait, elles fond. Donc plus il pleut, plus elle disparaît. Plus il pleut. Ouais, plus il pleut, plus elle disparaît. Et voilà, donc ça complète la portion météorologique pour la journée. Et dis-moi, Mathieu, première nouvelle qui est quand même assez reliée à la météo. Les pneus d'hiver qui sont maintenant obligatoires. Ouais, ben ça fait déjà quelques années, mais si vous n'avez pas fait poser vos pneus d'hiver encore, vous devriez le faire car c'est la loi. Je vous rappelle que du 15 décembre au 15 mars, tous les taxis et les véhicules de promenade immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d'hiver. Cette obligation s'applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec, ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux motocyclettes. Si vous décidez quand même de pas mettre des pneus d'hiver et que vous êtes un contrevenant à la loi, vous pourriez vous exposer à une amende variant de 200 à 300 $. Ce qui coûte à peu près une paire de pneus, exactement, un ensemble de pneus d'hiver. Pensez-y à deux fois. Si vous décidez de rouler avec des pneus 4 saisons ou des pneus d'été en hiver, non seulement vous craignez, vous mettez votre sécurité en péril, mais également vous allez être exposé à une amende de 200 à 300 $. Mettez pas juste votre sécurité en danger, mettez celle des autres également. Oui, voilà. Bon point Marco, bon point. Maintenant, plus près de chez nous, la grève de l'Université de Sherbrooke est terminée depuis hier, hein, c'est ça? Oui, ça a été confirmé hier. Et donc, on pouvait voir ce matin dans la tribune section actualité, Luce Samoisette, qui est la rectrice de l'Université de Sherbrooke, là, a donné un point de presse hier. Et donc, Luce appelle les membres du CISUS à reprendre là où ils ont laissé. Et donc, c'est ça, les employés de soutien doivent maintenant là, relever leurs manches et reprendre toutes les tâches qu'ils avaient laissées là, puis qui ont été reprises d'ailleurs par les cadres, en tout cas certaines tâches. Ça va coûter cher. Ça a coûté 1,9 million en termes d'heures supplémentaires à l'Université de Sherbrooke pour payer les cadres. Donc c'est pas rien. C'est une grève qui a coûté de l'argent et heureusement là on retrouve la situation initiale normale. Et donc c'est ça, le contenu de la nouvelle convention collective là, du syndicat des employés du CISUS a été signé, approuvé par le conseil d'administration de l'UDS. Donc, c'est une chose faite. Et là, en fait, la rectrice hier a donné son point de presse. D'ailleurs, on peut voir la photo là dans la tribune. Elle est seule à sa table et aucun membre de la direction à ses côtés. Donc, elle était un peu, disons, montrée du doigt par la partie syndicale là, pour ne pas avoir intervenu dans le dossier publiquement. Ça donne l'impression que la rectrice, on dirait qu'elle est comme de la façon qu'elle faisait sa conférence de presse, on dirait qu'elle était comme tout seul dans le bateau. En tout cas, j'ai trouvé la photo un peu drôle. Là. Et donc, c'est ça, c'est pas mal. La nouvelle convention collective là, prévoit là, faire des augmentations salariales de 14,56 % d'ici le 31 décembre 2015. Et, c'est une convention collective de 6 ans, si je me souviens bien. Écoute, je pourrais pas te dire, je connais pas, mais c'est pas précisé dans l'article. Marco a pas fait ses devoirs. Je les ai faites là. Je vais lire de mon côté. Désolé. Et mais je sais pas pour quelle durée, mais d'ici d'ici le 31 2015, là, c'est 14,56 % d'augmentation. On parle ici d'une convention collective de 6 ans, je le confirme. Ah bon, c'est alors Marco, parfait. tu peux aller en paix. Je vais en paix. Et donc nouvelle
convention qui demandera des investissements de 26,4 millions de dollars, ce qui est très cher. Donc, j'imagine que c'est un coût, là, un montant qui va se répartir en salaire. On vous rappelle que la convention a été acceptée à 67% par les employés de soutien mardi en assemblée. Ça a pas fait l'unanimité, mais je pense que beaucoup de gens étaient contents de pouvoir enfin revenir au travail. Parce deux personnes sont acceptées. Ils ont eu une température assez clémente, disons-le, mais quand même, avec l'arrivée des fêtes, personne qui veut se retrouver à la rue. Ben, c'est ça. Maintenant, un drame, Mathieu. Diane Grégoire, là, son mari aurait été arrêté là pour l'avoir assassiné, c'est ça? Oui, au lendemain de son arrestation, Paul Laplante a été accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe Diane Grégoire mercredi matin au palais de justice de Salaberry de Valleyfield en Montérégie. Le camionneur de 54 ans a comparu peu après 11 heures. Paul Laplante est arrivé à la cour escorté de 2 policiers après avoir été longuement interrogé par des enquêteurs de la SQ. Les 2 enfants du couple, Grégoire, Laplante, Elisabeth et Francis, étaient là et ça a été assez mouvementé. Il y avait beaucoup d'émotions. J'ai écouté la télé hier. Ils ont donné un point de presse. Tu voyais que la jeune femme avait beaucoup d'émotions dans sa voix. C'était triste à écouter. Je me sentais mal pour elle. Je me sentais dévasté et ça me touche pas personnellement. Ce dossier-là, c'est incroyable. C'est ça, c'est comme, de toute façon, c'est là un peu dans le même type de dossier, des drames familiaux comme ça, là, comme le docteur Turcotte, là, avec ses enfants. Donc, c'est des choses qui viennent vraiment nous chercher, puis chercher la population. Puis, donc, j'espère vraiment que les médias vont faire leur part dans ce dossier-là et faire ce que la jeune femme a dit. Elle leur a demandé de les laisser tranquilles, les laisser vivre leur deuil en paix. Ouais, c'est ça, parce que sans être suivi là avec des paparazzis dans le dos. C'est ça, puis vivre un deuil, ça se fait pas sur la scène publique, ça se fait sur la scène personnelle, puis je pense que les médias serait bien qui libère la place un peu. Je vous rappelle que Paul Laplante demeurera détenu jusqu'à son retour en cours le 21 décembre prochain. D'ici là, il va rester détenu, mais quand il va revenir en cours, il va devoir plaider coupable ou non coupable. Ça sera à voir, bien entendu. On s'en va déjà en musique, ça passe vite, Marco. Ben oui, mon Dieu. On a la parole facile, on évolue bien. Oui, exactement. La chanson que je vous envoie, c'est une chanson de l'Assemblée. Mathieu, je tiens à... Est-ce que là, j'imagine qu'on a une feuille de route pas mal musicalement Noël là, cette semaine. Oui, mais ça? À part cette chanson-là. Cette chanson-là, c'est la nouveauté de CFAC. OK. Donc, chers auditeurs, cette semaine, contexte des fêtes qui embarquent dans notre émission. Donc, on vous propose diverses chansons à saveur... Holidays. Du temps des fêtes. Du temps des fêtes, voilà. Et on espère que ces belles surprises sauront vous satisfaire. Maintenant, Mathieu, avec quelle chanson allons-nous? Alors, c'est avec l'Assemblée. On n'y croyait pas. Allons-y. Oui, je n'y crois pas. Alors, c'était la chanson de l'Assemblée. On n'y croyait pas. Marco, y crois-tu maintenant? Oui, j'y crois. Oui, j'ai la foi. Crois. Voilà. Tu as la foi. Oui. Mon cher Mathieu, nous continuons ce bulletin de nouvelles. On digère la nouvelle, on fait ça lentement. On est paisible, le tube digestif on est relax, on décompresse tout le monde. Tirez-vous un cure-dent. C'est ça. Et on sait que vous êtes tous en période d'examen. Pourquoi ne pas prendre une petite pause de 5 minutes, écouter une petite nouvelle, puis aussi on va avoir un dessert en fin d'émission, donc une nouvelle insolite, ça vous tente d'avoir le sourire. La prochaine nouvelle pourrait vous toucher ou non, parce que c'est une nouvelle plus locale. Oui. Alors Mathieu, la hausse des frais de la STS, donc la Société de transport de Sherbrooke, va s'effectuer là dès février prochain. Donc, une hausse de 3,2% pour les usagers de la STS. Et en fait, le 3,2%, c'est quand même raisonnable. Et ça se situe même en bas là, du taux d'inflation pour l'année 2011-2012. Bref, donc, la STS reste quand même raisonnable année après année. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis il faut qu'elle pallie là les frais là, mettons le carburant, tout ça. Là, c'est normal que ça augmente. Et donc c'est ça le conseil d'administration là de la STS là renoue avec le passé, c'est-à-dire que le pourcentage de la hausse là va être plus élevé là que
le pourcentage d'épongeage, on va dire épongeage par la ville va être quand même plus grand que celui des usagers. Donc la ville contribue également là dans ce dossier-là à fournir là à l'STS là un bon revenu, de bonnes rentrées d'argent. Par ailleurs, là, j'ai des chiffres ici. Donc j'ai parlé de l'inflation. Donc la contribution là municipale là, bondit de 8%. Donc 1 million de plus pour cette année, ce qui situe là la somme là à 13,6 millions de dollars et un achalandage là en croissance de 4% là est prévu pour la STS durant l'année 2012. Donc et là vous pouvez voir dans la tribune plusieurs tarifs là qui vont augmenter là, entre autres là, le paiement la plus grande hausse là c'est le paiement comptant. Donc on passe de 3,10 à 3,25 pour un aller ou aller plus correspondance pour avoir un petit jeton. C'est ça exactement de la STS. Donc le jeton il doit être moins cher ouais, c'est ça, le jeton c'est $3, ça va passer à 3,10 donc une augmentation de 3,3%. Et voilà. Puis là, après ça, vous avez les laissés passer, mais là, à ce moment-là, on va, c'est ça, toutes les données sont dans la tribune. Et justement, j'imagine que ça doit être sur le site de la STS. Donc, voilà pour la STS. On va poursuivre avec des hausses. Ben parce oui, on est dans le contexte de la hausse. On a beaucoup de hausses aujourd'hui. La prochaine hausse est la hausse du salaire minimum. Ça a été annoncé aujourd'hui, par le gouvernement du Québec, il y aura une hausse de 25 cents du salaire minimum. Ainsi, le salaire minimum passera à 9,90 $, dis-je bien, à compter du 1er mai. Donc, on a eu droit à beaucoup de hausses dans les dernières années pour le salaire minimum. Je vous rappelle qu'en 2003, il était à 7,30 $. Ah oui, mon Dieu, on a beaucoup. Et en 2012, à partir du 1er mai, il va être rendu à 9,90 $. Donc, on voit ici une certaine progression et ça touche quand même beaucoup d'emplois au Québec parce qu'on parle ici de 255 000 travailleurs. C'est surtout des étudiants et en majorité des étudiants. Mais il y a quand même des mères et des pères de famille qui sont touchés par ça et ça va faire un grand bien, même si la hausse est quand même assez minime. Et je crois que le Québec est une des provinces canadiennes les plus qui donne un salaire minimum qui est le moins élevé là. On en fait partie là. Donc mettons je pense à l'Alberta, je pense que là-bas ça tourne autour de 12 ou 17. Je pourrais pas te dire, je suis curieux. Je voudrais pas vous lancer des chiffres là un peu comme ça là, mais je sais que le Québec on est une des provinces qui a un salaire minimum des plus bas là. Donc c'est une bonne nouvelle pour cette classe-là de gens qui travaillent au salaire minimum, entre autres là, des étudiants, mais aussi des gens là à temps plein, souvent dans le domaine de la restauration. Et je pense est-ce qu'on a fait le tour du sujet, mon cher Mathieu? Oui, ça résume assez bien, parce qu'il y a rien d'autre à dire que vous allez gagner plus cher si vous travaillez dans un restaurant, une épicerie, etc. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et prochaine nouvelle, dernière nouvelle de la hausse. Là, après ça, on va parler d'autre chose que de la hausse. Bon. Donc la hausse, en fait, les ménages sont de plus en plus endettés. Et donc c'est une donnée qui est sortie cette semaine. Statistique Canada là, a sorti un panel de données. Et donc l'endettement record là est arrivé. C'est dans un contexte de détérioration du marché du travail, là, surtout au Canada, que les intentions d'embauche, là, on va dire légèrement améliorées, ont quand même baissé. Donc, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois dans les derniers mois, et c'est ce qui fait en sorte que les ménages seraient plus endettés. En fait, le ratio d'endettement, là, Mathieu, là, je pourrais dire, là, c'est 153%. Donc, de façon représentative, là, si tu gagnes $100, sur ton $100, t'en as 153 $ qui sont dus qui sont des dettes finalement. Donc imagine faut pas trop y penser. Ouais, parce qu'on serait désespéré assez rapidement. Puis c'est comme si moi je regarde mon chèque de paye et je me dis merveilleux, il s'en va dans mon compte d'hydro. Merveilleux, ça s'en va pour tel compte. Mais là, on parle d'endettement. Je suis pas sûr que ça se réalise beaucoup au budget, là, mais endettement, c'est surtout à crédit. Donc, mais en tout cas, j'imagine que dans le crédit, ça doit inclure aussi des frais de tel mois, j'ai tel compte d'hydro à payer, mais j'ai ça aussi, fait que ils vont mettre de l'argent du compte d'hydro sur une Visa, ça constitue de l'endettement. Et donc, autre donnée, la valeur nette des ménages, là, c'est replié de 2,5%. Donc, c'est de 184 000 $ à 180 000. Valeur nette des ménages là, qui représente là, l'ensemble des biens que possède une famille.
Donc voilà, le Mark Carney qui est le comment Carney, j'ai mal entendu. Mark Carney. OK. Qui est le gouverneur de la Banque du Canada, a rappelé que la dépendance de l'économie aux dépenses de notre économie aux dépenses des ménages qui alimentent vraiment là l'endettement, ça doit être réduit. Donc présentement, ce que M. Carney dit, c'est que on n'arrive pas, pour faire alimenter notre économie, on fait consommer les gens, les citoyens les Canadiens, mais ça les endette, donc ça a un effet néfaste à long terme. Mm-hmm. Bon, souvent les gens vont faire faillite, puis là ils perdent beaucoup de choses, perdent leur maison, tout ça, donc c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Et donc, en terminant, là, une enquête là, du cabinet Manpower a fait là le tour un peu des employeurs, a sondé des employeurs, et 16% d'entre eux comptent embaucher du personnel au cours de la prochaine année. 10% d'entre eux vont devoir réduire leurs effectifs. Et donc, puis les 71% restants n'envisagent aucun changement. Donc, c'est au total, là, c'est 16 moins 6. 6, hein, c'est ça? 16 moins 10, 6%. Oui. D'augmentation d'emploi. Hein? Je te rappelle que tu fais un baccalauréat en communication et non en sciences. C'est donc, ça. Je te pardonne. On peut se permettre des petites... Parfait. Alors voilà, ça clôt cette nouvelle là, sur l'endettement au Canada. Merci Marco. C'est ce qui conclut le dossier des hausses. Oui, il y en avait beaucoup. Mon Dieu. Maintenant, pour essayer d'alléger le climat un peu et peut-être avec la chance faire apparaître quelques flocons de neige, on vous envoie une chanson de Noël. Alors, très original comme titre, c'est Joyeux Noël de Boondock. Voyons voir. Parti. Toujours sur les ondes de CFAK 88.3 FM, en compagnie de vos deux animateurs préférés, Mathieu, moi-même, et Marco. Et Marco lui-même. Parce que la digestion se poursuit. Et Marco, avec quoi poursuivons-nous la digestion? Oui, nous digérons avec un incendie mortel à Joliette, mon cher Mathieu. Oui. Oui. Est-ce que, dis-moi, à brûle pour point, là, comment te sens-tu par rapport à cette nouvelle? Non, c'est beau, je vais laisser faire, je vais mettre mes sentiments de côté et être très impassible. D'accord. Alors, un incendie a fait 2 morts tôt jeudi matin à Joliette dans l'Anaudière. Le feu s'est déclaré vers 5h30 dans un vieil immeuble du boulevard Sainte-Anne, près de la rue Garneau. Selon la Sûreté du Québec, 2 hommes ont péri dans cet incendie. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier où leur décès a été constaté. Près de 50 pompiers ont été dépêchés sur les lieux. La cause de l'incendie demeure inconnue. Donc, il faudra faire enquête sur cette source de tension à Joliette. Oui. Et Mathieu... Toujours dans des événements qui se sont déroulés récemment, il y a eu un écrasement d'avion hier soir qui a fait 2 morts. Alors, 2 personnes sont mortes lors de l'écrasement d'un petit avion dans un secteur boisé du quartier, et je vais essayer de le prononcer, Bear Haven à Ottawa, mercredi soir. Okay. Alors, c'est un appareil Cessna 177 qui aurait percuté des fils électriques et se serait écrasé. Dans les alentours de 19h30, pas loin du quartier général de la GRC, à quelques kilomètres à l'ouest de l'aéroport d'Ottawa. Et les 2 victimes ont été retrouvées à bord de l'appareil lourdement endommagé. Leur décès a été confirmé. Les conditions météorologiques pourraient être en cause. Ça va être à surveiller. Eh ben. Et toujours là, il y a des tweets là sur les gens tweetent sur Twitter. C'est un lien très très corrélatif. Et à propos des barrages routiers. Oui, des corps policiers au Canada déplorent que des personnes utilisent le réseau de microblogage Twitter pour signaler à leurs abonnés où sont érigés des barrages routiers visant à épingler des conducteurs avec les facultés affaiblies. Selon le constable, et je vais encore une fois essayer de pas me tromper en le disant, Lindsay Houghton, porte-parole du service de police de Vancouver, c'est inacceptable et ça fait preuve d'un manque de jugement flagrant. C'est contre-productif parce que ça peut donner l'occasion à des gens qui conduisent en état d'ébriété de continuer à prendre le volant. En agissant ainsi, ces gens mettent potentiellement la vie d'autres personnes en danger. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Oui. C'est pas éthique. Soyez responsable. Si je sais qu'il n'y a pas vraiment d'éthique reliée aux réseaux sociaux. C'est une loi non écrite, mais soyez responsable quand vous utilisez ça, que ça soit Facebook, Twitter, peu importe. Faites preuve de jugement.
commencez pas à dire à vos amis, hey, il y a un barrage sur telle rue, si tu comptes boire à soir, là, ben passe pas par là, tu passeras à côté. Puis pas juste les médias sociaux, là, les téléphones cellulaires, texter tout ça. Quand on voit qu'il y a des barrages routiers, c'est sûr que t'es confronté, bon, je veux pas que mon ami se retrouve avec une peine, une caution à payer, tout ça. Mais en même temps, c'est ça, la consommation responsable, ça a toujours sa place. Puis si vous savez que vous avez bu, que vous n'êtes pas en état de conduire, ben il y a toujours surtout pendant le temps des fêtes, il y a nez rouge, les taxis, il y a plein de moyens. Il y a beaucoup de ressources. C'est ça, exactement. Donc soyez responsables, voilà. Soyez responsables. Et ce sera bien entendu à la ville, aux différentes villes, de faire leur part des choses, parce que non seulement la technologie évolue, mais le corps policier doit aussi évoluer avec cette technologie-là. Ils peuvent l'utiliser à des fins proprement qui sont les leurs, mais ils doivent aussi s'en servir contre contre les personnes de ce genre-là. Et voilà. Dans un autre ordre d'idée, Mathieu, on va prendre un virage politique. Et donc, cette semaine, fusion de l'ADQ et de la CAQ. La CAQ. C'était très attendu. Oui, en effet. D'ailleurs, en fin de semaine, juste avant la fin de semaine, on avait annoncé qu'il se passerait quelque chose à ce sujet cette semaine. Et voilà, c'est arrivé. Et donc, en conférence de presse, Gérard Deltel n'a pas manqué de souligner la conversion de l'ancien péquiste. Et donc, il a dit ceci. « Je vous annonce que la coalition épouse la position de l'autonomie telle que déployée par l'ADQ depuis 10 ans. » Et il a également parlé de cette autonomie comme suit. Et l'autonomie, ça veut dire quoi? Assurer pleinement notre destin comme nation ici au Québec, et ce, à l'intérieur du cadre fédéral canadien. Donc ça, c'était la visée adéquiste qui s'est fondue dans la visée caquiste de François Legault. Donc, et François Legault de renchérir, à part l'étiquette de nationaliste ou d'autonomiste, ouais, c'est ça. François Legault refuse toujours des étiquettes de la gauche, de la droite, étiquettes fédérales. Hier, dans les médias, il n'avait pas l'air à trop s'entendre sur le fait que le parti était un parti de gauche ou un parti de droite, un parti fédéraliste ou souverainiste. Ça avait l'air un peu ambigu. Ouais, mais c'est ça. D'ailleurs, on en a parlé je pense pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, à la suite du passage de François Legault à Tout le monde en parle. C'était François Legault à une question de, je pense, c'était Danny Laferrière, un auteur québécois, avait dit on n'est pas de gauche ni de droite. On est pragmatique. Donc c'est ça. C'est clair. Monsieur Legault ne veut pas se donner d'étiquette. Et ce qui m'avait étonné, j'ai lu ça aussi dans les dernières semaines, c'est que souvent un parti de gauche va se dire de gauche, mais un parti de droite, une personne plus de droite, ne se dira pas de droite, ni de pas de gauche, parce que c'est sûr, il n'y a pas de gauche, là, mais ne va pas se caractériser par des étiquettes. Donc ça porte un peu à réflexion là, ce genre de... Est-ce que les personnes de droite auraient honte de... Parce que ou c'est peut-être parce que c'est pas la mode d'être de droite. La vue droite est souvent plus critiquée parce que c'est vraiment ferme là. On est là puis on gouverne. Puis on réduit l'appareil gouvernemental, exactement. Ce qui va peut-être un peu moins à la rencontre des valeurs québécoises. Pour continuer avec cette nouvelle-là, François Legault reconnaît qu'il y a plusieurs décisions du gouvernement Harper actuel qui vont à l'encontre des valeurs québécoises. Mais par contre, il aime ce qu'il aime chez le gouvernement conservateur, c'est la conception minimaliste de l'État. Donc, il va suivre un peu dans le même ordre d'idée, restrictions probablement budgétaires, mais aussi restrictions de bureaucratie, tout ça. Simplification de l'État, autrement dit. Donc ça, c'est quelque chose que M. Legault prône. Et donc, en parlant et là, toujours avec son discours rassembleur, Monsieur Legault disait qu'il voudrait rassembler les nationalistes afin d'éliminer la division entre les souverainistes puis les fédéralistes. Donc, ce faisant, le Québec pourrait faire valoir ses vues et à Ottawa. Donc, le Québec pourrait avoir plus de force avec Monsieur Legault, avec la coalition Avenir Québec, selon lui. Et les nouveaux postes, donc Monsieur Gérard Deltel, ancien chef de la DQ, agira comme chef parlementaire de la CAQ. Sylvie Roy, qui était leader parlementaire, conserve son poste de leader parlementaire, justement. Et donc, c'est ça. En gros, là, c'est les 20 actions du plan, les 20 grosses actions de la CAQ, là, ça rejoint vraiment les 12 propositions de la DQ. Donc, c'est deux partis qui se ressemblaient pas mal. Qui avaient à peu près la même ligne directrice. C'est ça. Et puis, moi, personnellement, je trouve que, comme je disais la semaine passée, cette fusion-là,
Je suis pas sûr que ça va aider le François Legault là, dans la perception que les Québécois vont avoir de lui, parce que de s'allier à un parti de droite, forcément, c'est d'adopter une étiquette de droite. Moi, c'est d'adopter les idées qui viennent avec. Ben c'est ça. Surtout que là, il précise qu'il y avait 12 des 20 actions de la CAQ qui rejoignaient celles de la DQ. Donc, il faut se poser des questions. Là. Il faut pas arrêter de faire l'autruche. Faut arrêter de faire l'autruche, je veux dire, puis de dire mais non. Tu sais, mais ça, on pourra pas le savoir de toute façon avant les élections. Ouais. J'ai bien hâte de voir comment ils vont performer, parce que on a beaucoup entendu parler de ce parti-là, mais on l'a pas encore vu faire. Puis on va être haut dans les sondages, tout ça, mais là, à cette heure reste la prestation du débat, puis toute la valorisation des idées du parti qui est un autre chemin de croix aussi. Et les Québécois sont très bipolaires quand vient le temps de parler de politique, donc ils peuvent faire valoir une idée dans un sondage, et la journée d'après, vague orange. Ouais. Ouais, il y a des phénomènes des fois au Québec qui se passent que ça peut être un peu déstabilisant pour les parents. Ça peut être très étrange. La classe politique. Bref, merci Marco pour cette petite nouvelle. On s'en va en musique avec 3 gars sur le sofa. Ça fait différent d'habitude parce que c'est la première fois que je les fais jouer, avec la chanson Le Facteur. Toujours sur les ondes de CFAK 88.3 FM. En compagnie de vos animateurs préférés, Mathieu Blanchet. T'es en train de répéter ce que j'ai dit tantôt. Et Marco Bélanger moi-même. Merci Marco pour cette transition originale. C'est bien de rappeler aux gens à qui ils ont affaire là, pour l'heure de gestion nouvellistique. D'autant plus que c'est notre dernière émission. Oui, alors on prend le temps de cerf par les rênes et on continue le traîneau, hein? Voilà. Oui, voilà, belle analogie, belle métaphore. OK, alors on continue notre gestion nouvellistique avec Jean Chrétien. Le fameux Jean Chrétien. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Oui, et d'ailleurs, c'est ça, Jean Chrétien a fait une sortie médiatique cette semaine. Il a mis en garde les militants libéraux. J'ai senti une hésitation, là. Ah non, c'est une pause. Je prenais mon air. OK. Alors, Jean Chrétien a mis en garde les militants libéraux contre le gouvernement conservateur. Et ce, à cause de l'abolition récente du registre des armes à feu. Et il a dit également que c'est ça, les libéraux devront faire attention au gouvernement conservateur dans le cas où celui-ci serait probablement amené à revoir le droit à l'avortement de la femme et le droit au mariage homosexuel, ainsi que probablement un retour de la peine de mort. En fait, M. Jean Chrétien a dit que présentement, la tangente que prend le gouvernement Harper, le gouvernement conservateur, c'est de ramener un peu les valeurs, pas les valeurs, mais en tout cas des lois qui étaient en vigueur dans les années 60-70, donc des valeurs que les libéraux ont cassées, c'est ça, surtout dans les années 80 et 90. Et donc, le droit à l'avortement, le droit au mariage homosexuel, c'est tous les libéraux qui ont amené ça. Et là, Jean Chrétien lance le message que les libéraux doivent continuer de défendre les choix du passé, parce que c'est des choix qui représentent les valeurs canadiennes, qui font en sorte que les Canadiens se démarquent là, par cette ouverture d'esprit-là. Quand on parle des Canadiens à l'international, on a souvent en tête ouverture d'esprit, justement par rapport aux idées, mais également par rapport aux immigrants et tout. Donc, ça serait un peu chambouler l'identité canadienne que d'abolir tout ce qui a été accompli. D'ailleurs, je fais un croche là avec le Kyoto qui a été... Canada s'est officiellement retiré de Kyoto. Et je voyais, d'ailleurs cette semaine, quand je consultais Facebook, je voyais souvent là, des gens commenter aujourd'hui, message à tous, j'ai honte d'être Canadien ou Canadienne, parce que les gens ne se reconnaissent pas dans cette décision-là du gouvernement conservateur de se retirer de ce programme environnemental-là. Donc du moins au Québec. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas vu encore d'opinion de la part des Canadiens anglais. Donc je me forge une idée à partir de ce que j'ai vu au Québec, mais je serais pas capable d'affirmer que c'est généralisé à la grandeur du Canada. Parce que j'imagine que ça doit être une opinion qui diffère beaucoup en Alberta ou dans les pays un peu plus de l'Ouest, des pays qui sont beaucoup plus conservateurs que nous. Ouais, c'est ça. Ben c'est sûr qu'il y a des extrémistes partout, mais faut pas tomber dans les préjugés non plus. Non, c'est ça là. Attention, là, je généralise, mais bon, on parle de généralité là, donc faut pas virer de sourd là. Et c'est ça, le chef intérimaire là, du Parti libéral, Bob Rae, a indiqué là qu'il partageait l'essence de cette annonce-là faite par M. Chrétien.
Et donc, il a précisé là que les libéraux avaient une bataille à faire là pour défendre leurs valeurs, les choses qu'ils ont gagnées dans les années antérieures. Et en terminant, le bilan des libéraux est inquiétant là, parce que justement les conservateurs ont recours de manière excessive à la recette là, du bâillon. Donc l'opposition, on parle ici beaucoup des MPD libéraux, s'oppose souvent là à des projets de loi du conservateur, mais du gouvernement conservateur, mais les conservateurs s'en fichent un peu et passent quand même à l'action, sans prendre en considération les opinions de l'opposition. Donc voilà, ça conclut là la nouvelle de la Chambre des communes de la semaine. Maintenant, ici de plus près de chez nous, de plus près de nous, au Québec, nous sommes passés de 7 millions à 8 millions de Québécois. Oui, voilà. Monsieur Charest n'a pas manqué son coup. Il l'a dit d'ailleurs. Hier, je le voyais faire à la télé. Il était là, puis nous sommes d'ailleurs 8 millions de Québécois. Et j'encourage les 8 millions de... Il appuyait là-dessus, là, parce qu'on sentait que M. Charest n'a pas un beau dossier de ce temps-ci, qui essayait de passer une bonne nouvelle à quelque part. Là. Ah oui. Et donc 8 millions, on l'a atteint là, cette semaine. Et je vous l'annonce, ça a pris plus de 20 ans avant de franchir ce seuil-là de 8 millions. Donc le poids par contre le poids démographique du Québec là au sein de la Fédération canadienne est toujours s'est amoindri dans ces 3 décennies-là. Donc est passé de 27,9% à 23,1%, ce qui est quand même assez bon. Le monde ont peuplé dans l'Ouest. Ben je sais pas ce qui est arrivé, mais une perte de 4%, c'est pas négligeable là, pour un pays comme le nôtre. Quand même. Ouais. Non, c'est beau, tu faisais référence un pays comme une province comme la nôtre, excusez-moi, je me suis trompé. Oui. Marco, voilà. Tu n'as pas le droit. Oui. Et donc, entre 1990 et 2010, là, l'espérance de vie chez les hommes là, a grimpé de 6 ans pour se situer à 79,6 années. Bon, vous le prenez comme vous voulez. Et celle des femmes là, pour se fixer à 83,6 années. L'âge médian là passé là de 34 ans à 41 ans. Et là, on sait que notre population est vieillissante au Québec. Ouais, ben avec les baby boomers. Et voilà. Donc c'est incontournable. Puis j'imagine qu'avec les années, ça va augmenter pour atteindre un certain seuil là. Ça va être beau ça plus tard. Ouais. Et que là, les femmes ont repoussé leur âge de donner naissance à un enfant de 2 ans qui maintenant est rendu à 28 ans. En terminant, là, le nombre d'immigrants qui est accueilli au Québec chaque année, en fait, en 2010, c'est 54 000 immigrants qui ont été admis là, au Québec, dont 10,5% qui proviennent du Maroc, 8,2% de l'Algérie et de la France, 7,1%. Et voilà, c'est ce qui conclut. Ça fait le tour là un peu des nouvelles démographiques. C'est toutes d'ailleurs, ce sont toutes des données que vous pouvez retrouver sur l'Institut de la statistique du Québec si jamais ça vous intéresse davantage. Go for it. Voilà. Alors, ce sont des chiffres bien intéressants. Juste avant d'aller en pause musicale, je vais vous envoyer une petite nouvelle à mi-chemin entre l'insolite et l'hebdomadaire. C'est assez mitigé, mais c'est assez spécial également. Alors, vas-y, mon Mathieu. Voici. Une adolescente de 13 ans aurait aspergé une autre jeune fille d'eau de javel, en plus de la menacer à la pointe du couteau lors d'une soirée pyjama le week-end dernier à Toronto. Hey. Donc, c'est une soirée pyjama entre filles. Tout va bien, tout est d'un rose. coup, sort l'eau de javel, sort les couteaux. Ah oui, c'est parti. Ouais. Partez pogné. Alors, je dérape un peu, là. Selon le sergent détective Ray Bruce, la victime, également âgée de 13 ans, ne sait pas ce qui a amené son ami à l'attaquer de la sorte. Je pense que c'est l'odeur de l'eau de javel qui montait à la tête. Ah, ça se pourrait. Faudrait pas rire là-dessus. La victime aurait été aspergée une première fois avec de l'eau de javel durant son sommeil, puis lorsqu'elle s'est réveillée vers 4 heures ensuite. C'est à ce moment que son assaillante l'a menacée avec un couteau. La police affirme que la victime n'a pas été blessée. La suspecte l'aurait toutefois agressée à de nombreuses reprises par la suite. C'est lorsque la jeune fille a avisé un parent que les policiers ont été appelés sur les lieux. Les accusations de possession d'une arme dangereuse, d'avoir administré une substance délétère, de méfaits, de voies de fait
et de voies de fermée ont été déposées contre l'adolescente de 13 ans, dont l'identité ne peut être dévoilée, bien entendu, parce qu'elle est mineure. Et voilà. Délétère qui signifie pour peut-être substance délétère, ben on s'entend que faisait... alors j'ai une description ici, vivement antidote. Délétère qui est un terme soutenu signifiant néfaste. Voilà. Ah, substance néfaste. On parle ici d'eau de javel. Oui. Et vous savez que l'eau de javel ne ménage pas la peau humaine. OK, Marco, je pense que c'est l'heure d'une pause. C'est l'heure d'une pause. Alors, on vous revient après la pause. Maintenant, c'est l'heure de la pause avec Crooks. Quand la neige tombe, je n'aimais pas cette transition. Vas-y, Mathieu. Toujours en compagnie de vos deux animateurs préférés. Mathieu et Marco. Exactement. Sur les ondes de CFAK 88.3 FM, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Eh oui, la. Déterminant défini. Oui, Marco. Oui. Excusez-nous, on a un examen de grammaire tantôt. On dirait que... demain dans mon cas. Bref, c'est l'heure du dessert, Marco. Oui, c'est l'heure du dessert. Voilà, on va avoir le bec sucré et... J'ai beaucoup de nouvelles insolites cette semaine parce que pour nos nouveaux auditeurs, je vous le rappelle, le dessert consiste en des nouvelles insolites. Et cette semaine, mes nouvelles insolites, pour le répéter encore une fois, sont sur la thématique de Noël. Ah, mon Dieu. Que c'est beau, mais c'est quétaine à la fois. J'avais pas le choix. C'est notre dernière émission, donc je vais vous faire plaisir. Mais c'est ça, on va embrasser là un peu là, la thématique du temps des fêtes qui s'en vient, qui va rendre joyeux et heureux et chaleureuse toutes les belles ambiances qui vont se présenter à vous. C'est beau, je vais prendre le relais, Marco. Oui, prends le relais. Alors, la première nouvelle. Pour avoir ses cadeaux, elle menace le Père Noël. Une adolescente britannique a menacé de tuer le Père Noël si elle n'obtient pas les cadeaux qu'elle désire. Alors, voici ce qu'elle a dit. Ce Noël, je ne suis pas très exigeante. Alors, si je ne reçois pas au moins 2 des présents que j'ai demandés, je vais carrément vous tuer. Vous entendez? C'est ce qu'a écrit la jeune Mikida Austin, âgée de 13 ans, dans sa lettre au Père Noël. Et j'enchaîne ensuite. Parmi les cadeaux qu'elle désire, on retrouve un téléphone BlackBerry, de l'argent, des souliers Converse et Justin Bieber en personne. Hey. Elle dit qu'elle est pas exigeante. Là, non, mais on en veut seulement 2. Je pense qu'elle n'a pas été exigeante sur le nombre de choses sur sa liste. Par contre, les choses... J'ai demandé Justin Bieber un cadeau, faut vouloir. Ouais, quand même. Je pense pas qu'il y a grand monde qui voudrait l'avoir. Puis est-ce qu'elle a parlé là d'un BlackBerry également? Oui, un BlackBerry, de l'argent, des souliers Converse et Justin Bieber en personne. Ah ouais. Seulement 2 choses dans celle-là, tu sais. Eh ben. Le téléphone était... D'ailleurs, il y a eu une hausse, là. Il y a eu une étude qui est sortie cette semaine. Marco, non, mais c'est ludique, parenthèse. C'est ludique. Parenthèse. Mais je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses du fait que une jeune fille de 13 ans ait un téléphone BlackBerry, sincèrement? Je suis totalement contre. Est-ce que tu trouves ça... Bon, OK. Et voilà, je clôt le débat. Je suis contre. Bon. Et ce n'est pas tout. La jeune fille a également dit, et je cite... Oh, je vais également traquer vos reines, les faire cuire et les servir aux sans-abri le jour de Noël. N'oubliez pas, 2 de ces cadeaux, sinon vous mourrez. Fin de la citation. Sa mère a découvert la lettre, l'a trouvée amusante et essaiera de combler les désirs de sa fille. Je sais qu'elle semble gâtée, mais j'aime lui procurer ce qu'elle demande et de plus, vous ne voulez pas vous la mettre à dos. C'est ce qu'a dit la mère lorsque questionnée sur cette lettre. Et quant à la jeune fille Mikida, elle ne ressent aucun malaise à la suite de cette lettre. Elle dit même « Je veux tout ça et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'avoir. On voit ici un enfant très gâté. Un enfant roi, quoi. Ouais, un enfant roi. Course de Père Noël en bobette. En Hongrie, des centaines de mères et de Pères Noël ont bravé le froid pour une bonne cause. Ils ont participé à une course dans les rues de la capitale Budapest pour ramasser des fonds pour les enfants démunis. C'est la 8e édition de cet événement plutôt inusité. Les participants, dis-je bien, étaient très légèrement vêtus, portant uniquement la culotte rouge et chez les femmes, de légers bustiers. C'est un jeune Hongrois qui a eu l'idée. Il s'est inspiré d'un événement similaire auquel il a participé à Boston. Eh ben. Poignardé pour avoir mal décoré un sapin. Une vieille dame a poignardé son aide à domicile qui n'avait pas décoré son sapin de Noël à son goût. Alors qu'elle recevait la visite habituelle de son aide à domicile, une femme âgée habitant, nom bizarre, Draguignan, on va le prononcer avec un accent français parce que c'est en France, Draguignan, en France, lui a demandé de décorer son arbre de Noël pour les fêtes. Mais quand la vieille dame a découvert l'ornement du sapin qui ne lui plaisait pas, elle est entrée dans une colère incontrôlable.
Oui, Marco. Non, vas-y. Ben, je me demandais juste si cette dame-là était une ancienne styliste. Des fois, les gens... Là, non, je sais pas préciser. La femme a attrapé un couteau qui se trouvait près d'elle et a poignardé son aide à domicile. L'aide à domicile va bien, s'en est tiré, on craint pas pour sa vie. De son côté, la vieille dame a été envoyée à l'hôpital psychiatrique et c'est justifié. Ouais. Et comme on dit toujours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, son sapin de Noël, je pense que l'année prochaine, là, si elle est sortie de l'internat, là, elle pourrait bien le faire elle-même, ça serait mieux. Oui. La semaine passée, tu dois te souvenir de quand je t'ai parlé qu'il y a un voleur qui avait pénétré dans une maison et qui avait placé un chat dans un micro-ondes. Oui. J'ai une nouvelle assez semblable. Ça a l'air d'être la mode de ce temps-ci de placer des chats et des chatons dans des micro-ondes. Okay. Gina Robbins, une mère de famille de 31 ans, a été condamnée mercredi à plus de 5 mois de prison et 10 ans d'interdiction de posséder un animal pour avoir tué le chaton d'une amie au four micro-ondes. Cette mère de 3 enfants a commis son forfait lors d'un passage chez une amie proche, Sarah Knowton, avec qui elle était fâchée parce que cette dernière avait dénoncé à la police le comportement violent de son petit ami. Gina Robbins s'est faufilée quelques jours après dans la cuisine de son ami et a mis le chaton de 10 jours dans le micro-ondes, après y avoir fait réchauffer le petit pot de son fils de 18 mois. Sarah Knowton a entendu un bruit et elle décrit le bruit, là. Elle dit que c'est un bruit comme un paquet de croustilles qu'on froisse. Mon Dieu. Suivi de miaulements. C'est abominable. Non, j'aurais eu le poil qui donc, chers auditeurs, vous n'avez pas besoin de l'essayer. Vous savez ce que ça fait maintenant, un chat dans un micro-ondes. Pas besoin de l'essayer. c'est lourd comme nouvelle quand même. Expérience à ne pas accomplir à la maison. Vraiment sous pas. Sous supervision de scientifiques, voilà. Et voilà. La dernière, non la moindre, petite culotte pour auto. Celle-là est plus ou moins de Noël, mais quand même, ça pourrait être une idée cadeau à offrir